La première goutte de vin a touché le papier à exactement 4h15 de l'après-midi. Ma sœur, Chloé, ne l'a pas renversée, elle l'a versée. Elle se tenait au-dessus de mon fils de 6 ans, Léo, inclinant son verre de pinot noir avec une précision désinvolte, presque ennuyée. Léo avait passé 3 jours sur cette aquarelle. C'était un paysage du lac du Bourget près du chalet de nos parents, un cadeau qu'il avait méticuleusement préparé pour son grand-père. Maintenant, un liquide rouge foncé bavait sur le ciel bleu, imbibant le papier, gondolant les bords et transformant son dur labeur en un gâchis détrempé et ruiné. Il doit apprendre que le monde se fiche de ces petits gribouillages, a dit Chloé, sa voix pâteuse mais ferme. Ça prend de la place sur la table. Et honnêtement, Léo a besoin de s'endurcir. Elle a fini son verre, l'a posé sur le papier mouillé avec un bruit sourd et humide, et a cherché l'approbation dans la pièce. Mon oncle Marc, assis sur le canapé, s'est tapé sur le genou. Voilà une leçon à 45 €, mon grand. Endurcis-toi ou fais-toi dévorer. Les rires ont commencé alors. Ils ont ondulé à travers le chalet, un son aigu et laid. Ma mère a gloussé nerveusement, désespérée de garder l'ambiance légère. Mon cousin a eu un sourire narquois. Léo s'est juste figé, fixant les ruines de sa peinture, ses petites mains tremblant au-dessus de la table. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité pour essuyer le vin. Je n'ai même pas respiré pendant les premières secondes, j'ai juste regardé mon fils. Léo n'a pas émis un son. Ses épaules tremblaient et son visage est devenu d'un rouge marbré, mais il n'a pas crié. Il s'est mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, se comprimant physiquement dans sa chaise, essayant de se faire assez petit pour disparaître. Il ne cherchait pas le réconfort, il cherchait l'invisibilité. Il attendait que les rires cessent, espérant que s'il était assez silencieux, le prédateur se désintéresserait. Et dans ce silence, je l'ai vu. J'ai vu la chaîne invisible s'enrouler autour de son cou. C'était la même chaîne que j'avais portée pendant 29 ans, la chaîne qui m'avait appris à être silencieuse, à être arrangeante, à ravaler ma colère pour ne pas troubler la paix. J'observais mon fils apprendre la réponse du fan en temps réel. Il apprenait que sa douleur était une blague pour les gens qui étaient censés l'aimer. Il apprenait que son rôle était de sourire à travers l'humiliation pour que les adultes ne soient pas mal à l'aise. Il apprenait à être moi. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup physique, plus froid que le lac à l'extérieur. Je ne le regardais pas seulement se faire harceler, je le regardais hériter de mon traumatisme. Je transmettais un héritage de silence, une prédisposition génétique à être un paillasson. Si je ne brisais pas cette chaîne maintenant, à cette seconde précise, il la porterait pour le reste de sa vie. Il grandirait en s'excusant de prendre de la place. J'ai regardé mon père, Pierre. Il était assis au bout de la table, les mains croisées sur son assiette vide. Son visage était taillé dans la pierre, illisible pour quiconque ne le connaissait pas. Mais moi, je le connaissais. J'ai vu comment ses jointures avaient blanchi en serrant sa fourchette. J'ai vu le muscle de sa mâchoire tressauter. L'air dans le chalet est devenu électrique, lourd de la pression de choses non dites depuis des décennies. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment contre le plancher de bois, un son dur et grinçant qui a tranché les rires comme un couteau. Je n'ai pas bougé pour nettoyer le désordre. Je n'ai pas demandé de serviette. J'ai contourné la table et me suis placé directement entre Chloé et Léo, utilisant mon corps comme un bouclier pour lui bloquer la vue. Je n'ai pas regardé le vin. Je l'ai regardé, elle. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas ressenti le besoin d'arrondir les angles ou de faire une blague pour détendre l'atmosphère. J'ai ressenti la clarté froide et dure d'un pont en train de brûler. Ce n'était pas de la rage, c'était un règlement de compte. J'en avais fini de payer les intérêts d'une dette que je n'avais jamais contractée. Ça t'a plu, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, elle était plate, clinique. Ça t'a plu de regarder un enfant de 6 ans créer quelque chose, et ça t'a plu de le détruire. Chloé a levé les yeux au ciel, se servant un autre verre de la bouteille sur le buffet, ses mouvements amples et arrogants. Oh, Sophie, ne sois pas si dramatique. C'est du papier. Je lui ai rendu service. Maintenant, il peut apprendre à faire quelque chose d'utile au lieu de faire des saletés. Utile, ai-je répété, le mot ayant un goût de fer dans ma bouche. La pièce est devenue complètement silencieuse.
Le sourire narquois de Chloé a vacillé, son verre s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. Ma mère a eu un hoquet, une inspiration brusque qui signalait le début de sa panique. Je n'ai pas scié. Je n'étais plus la sous-chef, gérant les commandes et gardant la cuisine calme pendant le coup de feu. J'étais une mère observant un prédateur, et j'en avais fini de négocier. J'ai de nouveau regardé mon père. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux s'étaient déplacés de la table vers moi. Avant que je puisse dire un mot de plus, ma mère, Catherine, s'est précipitée sur les lieux. Mais elle n'est pas allée vers Léo. Elle n'a pas serré l'enfant en pleurs dans ses bras. Elle a attrapé une poignée de serviettes en papier et a commencé à essuyer frénétiquement le vin sur la table. « Oh, Chloé, tu es si maladroite » a-t-elle gazouillé, sa voix aiguë et tendue, vibrant d'une énergie désespérée et frénétique. Elle frottait le bois, ignorant complètement la peinture ruinée. « Sophie, ne fais pas la tête. C'était un accident. On peut lui acheter un livre de coloriage, un beau, avec des autocollants. » Elle nous a regardés, son sourire trop étiré, ses yeux suppliants. « S'il vous plaît, passons juste un bon dîner. C'est le week-end du 15 août. Nous sommes une famille. » Je l'ai regardée, et la pitié que je ressentais habituellement pour elle s'est évaporée. J'ai alors compris que ma mère n'était pas perdue. Elle n'était pas impuissante. Elle était une toxicomane. Elle était dépendante de l'illusion d'une famille heureuse, et elle était prête à payer n'importe quel prix pour la conserver, mais elle ne payait jamais le prix elle-même. Elle nous mettait à contribution. Elle mettait à contribution les bons enfants, les silencieux, ceux qui ne criaient pas. Elle a sacrifié notre dignité pour apaiser le monstre parce que Chloé était la seule qui menaçait de mettre le feu à la maison. Catherine laisserait Léo saigner juste pour garder le tapis propre. Exactement, a dit Chloé, encouragée par la défense de notre mère. Elle s'est penchée en arrière, faisant tourner son vin. Il est trop sensible. Sophie le pouponne. Je lui rends service, je lui apprends comment fonctionne le monde réel. C'en était trop. La rupture du dernier fil. Mon père, Pierre, s'est levé. Il ne l'a pas fait rapidement. Il l'a fait avec la lenteur pesante et grinçante d'un vieil immeuble qui finit par céder. Il s'est approché de la cheminée où était accrochée une enseigne en bois rustique, avec les mots « La famille, c'est pour toujours » peints en lettres cursives. Il l'a fixé un instant, puis s'est tourné vers Catherine. « Tu as essuyé la table » a-t-il dit. Sa voix était dangereusement basse, un grondement de tonnerre avant l'orage. « Tu n'as pas pris de nouvelles du garçon. Tu t'es inquiété pour la tache sur le bois. » Catherine s'est figée, une serviette imbibée de vin à la main. « Pierre, arrête d'être dramatique. J'essaie juste de... » « Tu essaies de maintenir la paix » l'interrompit-il. « Mais il n'y a pas de paix, Catherine. Il n'y a que le silence, et j'en ai fini de payer pour ça. » Il a baissé les yeux sur sa main gauche. Il a tourné son alliance en or. Elle était serrée, enfoncée dans la chair de son doigt. Il la portait depuis 40 ans. Il est allé à l'évier de la cuisine, a mis une noisette de savon à vaisselle sur sa jointure et a commencé à la retirer. C'était douloureux à voir. Il a grimacé, tirant et tournant jusqu'à ce que la bague glisse sur l'articulation avec un bruit sec et humide. Il est revenu à la table. Il a tenu la bague au-dessus de la flaque de vin qui imbibait encore la peinture de Léo. Il l'a lâchée. Elle a heurté le papier mouillé avec un bruit sourd, éclaboussant des gouttes rouges sur la nappe blanche. « J'en ai fini de maintenir ta paix » a-t-il dit. « Et j'en ai fini de te protéger. » Le silence dans la pièce n'était pas seulement du calme, c'était un vide. Il a aspiré l'air du chalet. Ma mère a fixé la bague posée dans le vin comme si c'était une grenade qui venait d'atterrir sur ses genoux. Chloé a ri, un aboiement sec et nerveux. « Papa, tu es sénile. » A-t-elle ricané, bien que ses yeux parcouraient la pièce. « C'est une peinture. Tu vas divorcer de maman pour une boîte d'aquarelle à 5 €? C'est pathétique. » Pierre ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé maman. Il s'est dirigé vers son sac de voyage dans le coin de la pièce. Il l'a ouvert et en a sorti un épais carnet noir relié en cuir. Il avait l'air vieux, le dos plissé, les bords usés. Il est retourné au bout de la table et l'a posé avec un bruit sourd. « Je suis ingénieur en structure depuis 40 ans, Chloé, » a-t-il dit, sa voix calme, factuelle, terrifiante. « Mon travail consiste à suivre les fissures de contrainte, à trouver les failles avant que le bâtiment ne s'effondre. Je suis les défaillances. »
Il a ouvert le livre. Les pages étaient remplies de son écriture, des colonnes nettes, précises et méticuleuses de dates et de chiffres. Il y a 3 ans, a-t-il poursuivi en parcourant la première page du doigt, tu m'as dit que tu avais besoin de 4 500 € pour un prêt professionnel. Tu as dit que ta carrière d'influenceuse décollait, mais que tu avais besoin de nouvel équipement. Chloé a croisé les bras en levant les yeux au ciel. Oui, et je t'ai remboursé, en grande partie. C'est quoi ça, un audit? Tu n'as pas remboursé un centime, a dit Pierre. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que j'ai commencé à tout suivre, pas seulement les gros prêts. Tout. Chaque fois que ta mère disait avoir besoin d'argent supplémentaire pour les courses. Chaque fois qu'elle retirait de l'argent pour des réparations à la maison qui n'ont jamais eu lieu. Chaque fois que notre compte d'épargne commun a baissé pour des urgences. Il a tourné le livre pour que Chloé et Catherine puissent voir les colonnes. J'ai noté les dates. J'ai noté les montants. Et puis j'ai engagé un expert comptable judiciaire pour savoir où l'argent allait réellement. Catherine a émis un petit bruit étranglé. Elle a tendu une main tremblante. Pierre, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas devant tout le monde. Tout le monde doit savoir, a dit Pierre. Parce que tout le monde s'est moqué de Sophie. Tout le monde s'est moqué de Léo. Tout le monde pense qu'ils sont faibles. Mais ils ne sont pas faibles. Ce sont eux qui paient la facture. Il m'a regardé alors, et ses yeux étaient remplis d'excuses profondes et douloureuses. J'ai laissé faire ça, Sophie. Je t'ai laissé penser que tu étais moins qu'elle. Je t'ai laissé penser qu'elle était spéciale et que tu n'étais que là. Mais je regardais. Je comptais. Il a tourné la page. Collés sur le papier se trouvaient des reçus de virement bancaire. Ce n'est pas de l'argent de poche, Chloé, a-t-il dit. C'est une rançon. Pierre a baissé les yeux sur le registre, son doigt traçant une ligne d'encre rouge. 14 août, il y a 2 ans, 10 800 €. Tu as dit que c'était pour un apport dans un partenariat de marque. 3 avril de l'année dernière, 7 200 €. Tu as dit que c'était pour des frais médicaux. Il a levé les yeux, rencontrant le regard terrifié de Catherine. Mais le plus gros, c'était il y a 3 ans, le soir du week-end du 15 août, celui où nous ne sommes pas allés parce que tu as dit que tu étais malade, Catherine. Catherine secouait la tête frénétiquement maintenant, des larmes coulant sur son visage. Pierre, arrête. S'il te plaît. Protège notre nom. La voix de Pierre s'est élevée, se brisant d'une fureur que je ne lui avais jamais entendue. Tu n'as pas protégé notre nom. Tu as protégé une criminelle. Il a tourné la page. Cette fois, il n'y avait pas de reçu. Il y avait une copie d'un rapport de police collé sur le papier. Les 160 000 € n'étaient pas pour des prêts professionnels, Chloé. Ce n'était pas pour des cadeaux. C'était l'argent du silence. Chloé s'est figée. Son arrogance s'est évaporée, remplacée par une terreur soudaine et totale. Elle a regardé la porte, mais n'a pas bougé. Il y a 3 ans, a dit Pierre à la pièce, Chloé est rentrée en voiture ivre d'une fête. Elle a heurté une voiture garée, puis elle a heurté un piéton, une jeune fille de 19 ans qui promenait son chien. J'ai eu le souffle coupé. La pièce a tourné. Je me suis souvenu de cette période. Chloé avait voyagé pendant 1 mois. Maman avait dit qu'elle était en Europe pour se trouver. Elle ne s'est pas arrêtée, a poursuivi Pierre. Elle a pris la fuite. Un délit de fuite. Catherine sanglotait dans ses mains, son corps se balançant d'avant en arrière. Vous avez pris notre argent de retraite, a dit Pierre, la voix tremblante. 160 000 €. Vous avez payé un avocat pour étouffer l'affaire. Vous avez payé un dédommagement à la famille de la fille pour éviter un procès civil. Vous avez payé le garage pour réparer la bosse au noir. Tu m'as dit que c'était un litige de stationnement. Tu m'as dit que c'était réglé. Il a refermé le livre d'un coup sec. Le son a résonné comme un coup de feu dans le petit chalet. Vous avez volé notre avenir pour couvrir son crime. Et ensuite, vous la laissez s'asseoir ici à cette table et se moquer d'un garçon de 6 ans qui peint un tableau. Vous la laissez détruire son travail parce que vous lui avez appris que la destruction n'a pas de conséquences. Il a regardé Chloé, qui était pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tu n'es pas une femme d'affaires, Chloé. Tu n'es pas une influenceuse. Tu es un passif, et ta mère est ta complice. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant.
C'était le son d'un mythe familial en train de mourir. Chloé a essayé de se ressaisir. Elle s'est levée, lissant sa robe coûteuse, essayant de convoquer l'arrogance qui l'avait protégée pendant 33 ans. Elle a regardé le registre, puis Pierre, et a ricané. Et alors, a-t-elle craché? C'était un accident. Maman m'a aidé. C'est ce que font les mères. Elles aident, pas comme toi. Elle a foudroyé Pierre du regard, le menton haut. Tu es juste jaloux parce que maman m'aime plus. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai ma propre marque. J'ai mes propres abonnés. Je n'ai pas besoin de ce vieux chalet poussiéreux de toute façon. Pierre l'a regardé avec une pitié froide et détachée. Ce n'était pas le regard d'un père regardant sa fille, c'était un ingénieur regardant une structure condamnée. Tu n'as rien, Chloé. Il a atteint la poche arrière du registre et en a sorti un document plié. Il l'a posé sur la table, juste à côté de son alliance jetée et de la peinture ruinée. Ce chalet est à mon nom. C'est mon héritage de mon père. Le nom de ta mère n'est pas sur l'acte de propriété. Il a aplati le papier. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Vous tous, Catherine incluse. Je le mets en vente demain matin pour récupérer les fonds de retraite que vous avez volés. Tu ne peux pas nous mettre dehors. A gémi Catherine, les mains serrées sur sa poitrine. Où vais-je aller? Il pleut à verse. Je ne sais pas, a dit Pierre, sa voix dénuée d'émotion. Peut-être que tu pourras rester avec la fille dans laquelle tu as tant investi. Il s'est retourné vers Chloé. Et en ce qui concerne ton propre argent, il y a 10 minutes, pendant que tu versais du vin sur l'œuvre de mon petit-fils, j'ai gelé les comptes joints. J'ai signalé les virements comme frauduleux en attendant une enquête judiciaire. La banque a tout bloqué. Tes cartes de crédit, les cartes de maman, le compte professionnel par lequel tu fais transiter de l'argent. Chloé a sorti son téléphone. Ses doigts ont volé sur l'écran, frénétique. Elle a tapé sur son application bancaire. J'ai vu son visage se décomposer. La couleur a disparu, la laissant grise et petite. C'est refusé, a-t-elle murmuré. Et voilà, l'illusion du pouvoir dans le portefeuille vide. J'ai regardé ma sœur, la brute, l'enfant chéri, l'exemple de réussite, rétrécir sous mes yeux. Sans la perfusion financière de mes parents, son statut, sa confiance et sa personnalité se sont évaporés instantanément. Elle n'était pas une femme puissante. C'était une enfant dans un costume qu'elle n'avait pas payé. Son pouvoir n'a jamais été réel. Il était loué. Et le bail était expiré. Ton pouvoir était loué, a dit Pierre, faisant écho à mes pensées. Et le propriétaire ferme l'immeuble. Il s'est approché de la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. L'orage à l'extérieur avait éclaté et la pluie tombait à verse, transformant l'allée en terre en boue. Le vent a hurlé dans le chalet chaud. Dehors. Chloé a regardé l'oncle Marc, qui avait ri plus tôt. Il a détourné le regard, soudain fasciné par le plancher. Elle a regardé Catherine. Catherine ne faisait que pleurer, inutile et brisée, incapable de sauver qui que ce soit, même elle-même. Finalement, Chloé m'a regardé. Ses yeux étaient grands et humides, remplis d'une réalisation soudaine et désespérée qu'elle était seule. Sophie, a-t-elle plaidé, la voix tremblante. Dis-lui qu'il est fou. Tu ne peux pas le laisser me faire ça. Je suis ta sœur. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait terrorisé pendant 3 décennies. J'ai regardé la tache de vin sur la peinture de Léo. J'ai pensé au silence que mon fils avait appris. Le silence que j'étais en train de briser. Tu devrais te dépêcher, ai-je dit, ma voix aussi froide que la pluie dehors. La circulation va être terrible. 6 mois plus tard, la lumière dans le nouvel appartement était différente. Ce n'était pas la faible lumière jaune du chalet ou l'éclat fluorescent dur de l'ancienne maison familiale. Elle était blanche et propre, filtrant à travers de grandes fenêtres qui donnaient sur le parc de la Tête d'Or à Lyon. C'était plus petit que la maison que Pierre avait partagée avec Catherine pendant 40 ans, mais c'était paisible. Ici, on ne marchait pas sur des œufs. Pas de soupir lourd venant de l'autre pièce signalant un sermon de culpabilité imminent. Pas de peur de la prochaine explosion. J'étais assise par terre, adossée au mur, à les regarder. Pierre était à genoux à côté de Léo sur une bâche. Ils étaient couverts de sueur. Pierre lui apprenait à utiliser une boîte à onglets pour couper du bois pour un cadre de toile sur mesure. Tu dois mesurer 2 fois, Léo, a dit Pierre, sa voix douce,
patiente, la voix d'un homme qui n'avait plus besoin de crier pour se faire entendre. La précision est importante. Si le cadre est solide, l'œuvre est en sécurité. Comme ça, papy? A demandé Léo, sciant avec soin, le bout de sa langue sortant par concentration. Exactement comme ça. Ma mère, Catherine, vivait dans un petit appartement à Villeurbanne. Elle envoyait parfois des lettres, de longues diatribes décousues écrites sur du papier cher, nous reprochant d'avoir ruiné l'image de la famille, de l'avoir embarrassée à l'église, d'avoir été cruelle. Je les brûlais dans l'évier sans lire au-delà de la première ligne. Elle essayait toujours de nous faire payer pour une paix qui n'existait pas, mais nous avions cessé de payer. Chloé travaillait dans la vente au détail dans un kiosque du centre commercial de la Pardieu, vendant des coques de téléphone. L'enquête pour fraude avait déclenché un contrôle fiscal et elle était noyée sous les frais de justice. Elle avait dû vendre sa voiture. Elle avait dû déménager dans un studio. Pour la première fois en 33 ans, elle était confrontée à la réalité d'une vie sans filet de sécurité. Et la chute avait été dure. J'ai regardé mon fils. Il ne sursautait plus. Il ne se cachait plus sous la table. Il faisait des saletés avec de la colle et du bois, et il riait quand il renversait un peu de colle à bois sur le sol. Il ne se figeait pas. Il attrapait juste un chiffon et l'essuyait, sachant que personne n'allait lui crier dessus. J'ai alors réalisé que le prix de cette paix avait été élevé. Nous avions dû briser la famille pour sauver les personnes. Nous avions dû incendier la structure pour sauver les fondations. C'était un coup lourd, mais en regardant les épaules détendues de mon père, en regardant le sourire facile et léger de mon fils, c'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Si vous avez déjà dû rompre un lien pour vous sauver, écrivez « Liberté » dans les commentaires. Rappelons-nous mutuellement que nous avons fait le bon choix.